Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à notre webinaire Impawatt qui va vous parler aujourd'hui de l'optimisation des réglages des installations techniques en industrie. Très bien, je pense qu'on va pouvoir attaquer le sujet. Tout d'abord, je vais vous parler de l'intérêt d'optimiser les réglages sur vos équipements techniques. Ensuite, on approfondira un peu plus l'optimisation des paramètres de chauffage. On parlera également des paramètres et de l'optimisation de la ventilation, de la production de froid, de l'air comprimé. Et il y aura parmi ces différents sujets plusieurs exemples industriels d'optimisation et de réalisation d'optimisation. Voilà le lien. Alors j'espère que vous l'avez vu avant cette slide, mais c'est le lien qui vous permet de répondre à la question dont j'ai parlé à l'instant. Au courant de ma présentation, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau. On y répondra à la fin, mais n'hésitez pas à poser vos questions durant le déroulement de ma présentation. Tout d'abord, avant d'attaquer le sujet technique, quelques mots sur Impawatt. Impawatt est un programme européen qui a pour objectif de lever les barrières qui empêchent ou qui freinent les investissements en efficacité énergétique. Et pour lever ces barrières, ce programme fournit de la formation et un certain nombre de supports, plus de 180 supports, qui sont accessibles sur le site impawatt.com. Vous trouvez le lien sur cette slide, donc n'hésitez pas à utiliser cette plateforme qui est vraiment là pour vous donner des supports et un complément de formation sur le sujet, sur tous les sujets liés à l'efficacité énergétique en industrie. Voilà, l'optimisation des réglages des installations techniques, en quoi ça consiste? En fait, l'objectif final, c'est bien sûr de faire des économies d'énergie aux industriels. Et là, je vous ai mis un exemple d'un industriel qui a réussi à baisser sa consommation de gaz de 50% en 4 ans. Alors certes, pas seulement en faisant de l'optimisation des réglages, mais la première étape, et ça c'est quelque chose de systématique dans la démarche d'efficacité énergétique, la première étape consiste à optimiser les réglages des installations existantes. Et dans le cas de cet industriel, l'optimisation des réglages a apporté, comme vous le voyez sur le graphique, une économie de 20%. Donc c'est un premier pas qui est significatif dans la démarche d'efficacité énergétique en industrie. Après, cet industriel a mis en place d'autres mesures d'amélioration qui ont demandé des investissements plus lourds, avec de la récupération de chaleur, la mise en place d'un condenseur sur les chaudières, de la récupération sur les groupes froids, ce qui lui a permis d'atteindre ce résultat significatif de 50% de baisse sur sa consommation de gaz. L'objectif de ce webinaire, finalement, c'est d'identifier avec vous les principaux paramètres à optimiser sur les installations techniques, que ce soit chauffage, ventilation, froid et air comprimé. On a choisi ces équipements parce qu'en fait, ils sont les plus communs dans l'industrie. On va vous parler un peu de la méthodologie pour optimiser ces réglages, et puis on va illustrer la démarche par des exemples concrets. Alors, la motivation, quel intérêt en fait de rentrer dans cette démarche d'optimisation? Je vous l'ai montré dans l'exemple tout à l'heure. En moyenne, un industriel qui commence une démarche d'optimisation de ses réglages va obtenir en 2 ou 3 ans 10 à 15% d'économie sur sa consommation énergétique, on va dire à production équivalente. Donc finalement, ce sont des mesures qui sont relativement simples à mettre en place, sans investissement ou très peu d'investissement, si ce n'est du temps à passer sur le sujet, avec donc un temps de retour qui est inférieur à 2 ans. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est une première étape qui est indispensable dans la démarche d'efficacité énergétique en industrie. Sur le graphique, vous voyez qu'il y a une première petite économie qui vient finalement de l'analyse des données. En fait, cette optimisation énergétique, elle passe forcément par une connaissance de vos équipements et donc le recueil d'un certain nombre de données sur le fonctionnement de vos équipements techniques. Que ce soit par un monitoring sophistiqué ou par des relevés, en fait, vous avez besoin de données pour analyser et mettre en place de l'optimisation.
Alors, on va commencer par l'optimisation du chauffage. Un petit rappel sur les paramètres que l'on trouve dans un peu tous les systèmes de chauffage. La température de confort, c'est donc la consigne que l'on demande dans les locaux qui sont occupés. Le réduit de température, c'est la baisse que l'on demande à la consigne lorsqu'il y a personne dans ces locaux. La température de non-chauffe, c'est la température extérieure à partir de laquelle on arrête le chauffage, c'est-à-dire la chaudière et ses pompes. Et puis la courbe de chauffe, c'est finalement la relation entre la température extérieure et la consigne de température d'eau de chauffage, que ce soit au niveau de la chaudière ou que ce soit au niveau des différents groupes de distribution vers les locaux. Alors, en optimisation de chauffage, on commence par regarder généralement la température de confort. Il faut garder en tête un chiffre. Une baisse de 1 degré sur la consigne de chauffage permet d'accéder à 7% d'économie. Donc, c'est un levier important et c'est la première étape lorsqu'on commence à s'intéresser à la régulation de chauffage. Dans cette optimisation, il faut que l'industriel maîtrise la consigne, c'est-à-dire que cette consigne ne doit pas être accessible à tous les employés, parce que sinon, ce paramètre va changer de manière très fréquente et on n'aura pas une maîtrise de ce paramètre. Il faut optimiser par étapes, donc baisser progressivement cette consigne lorsqu'on voit qu'il y a de la marge, y aller par baisse de demi-degré, voire de 1 degré, attendre quelques jours, vérifier qu'il n'y a pas de soucis au niveau du fonctionnement pour ensuite continuer la démarche. Il est important aussi de monitorer la température des locaux pour finalement mesurer les résultats de cette optimisation et aussi pouvoir constater s'il y a une dérive et pouvoir revenir en arrière s'il y a une difficulté quelconque qui apparaît. Donc il faut aussi archiver les modifications de ces paramètres et avoir quelque part une archive qui vous permette de retrouver ces paramètres dans le cas d'une difficulté, d'une perte de mémoire d'un régulateur ou d'une perte d'un matériel. Voilà pour la température de confort. Ensuite, on a parlé donc de réduit, en fait. Hein. Donc, c'est une baisse de la température lorsque les locaux ne sont pas occupés, pardon, notamment la nuit et le week-end. On voit ici un exemple d'économie réalisée. Il y a une question qui vient régulièrement par rapport à ces réduits, à savoir si c'est vraiment efficace, si ça apporte quelque chose. Je dirais que 99% du temps, le réduit amène des économies. Il faut avoir vraiment un bâtiment avec une inertie énorme et puis des difficultés de régulation pour que le réduit ne soit pas nécessaire, mais la plupart du temps, le réduit apporte une économie très significative. Alors on voit ici sur le graphique la courbe rouge qui est un réduit, on va dire, classique avec une horloge. Donc on laisse la température baisser la nuit et puis on redémarre le chauffage suffisamment tôt pour que quelques heures avant l'arrivée des premiers opérateurs, le local soit à température. Maintenant, avec les systèmes de régulation un peu plus intelligents, on a une adaptation en fait où on va tenir compte aussi de l'inertie du bâtiment. On va anticiper la baisse de température et puis on va, en fonction de la température extérieure, adapter l'heure à laquelle on remet en service le chauffage de manière à optimiser et à gagner un peu plus d'économie, encore qu'un réduit classique, c'est la zone qui est en vert. Mais tout ça est à comparer finalement à la consommation que vous auriez si la température de confort restait constante toute la nuit. Situation que l'on retrouve encore assez régulièrement dans les installations industrielles. Voilà. Concernant le réduit de nuit, on trouve maintenant avec les régulateurs plus sophistiqués la possibilité aussi d'arrêter les pompes de circulation, finalement lorsqu'il n'y a pas de demande, et cela vaut pour le réduit de nuit, c'est-à-dire que dans la phase descendante de température, on va aussi arrêter les pompes de circulation, ce qui amènera une économie électrique. La température de non-chauffe, autre paramètre que l'on retrouve systématiquement dans les régulations de chauffage, c'est donc la température extérieure à partir de laquelle on va arrêter complètement la chaudière
et les pompes de circulation. L'objectif ici, c'est d'éviter un fonctionnement de cette chaudière sans qu'il y ait de besoin et arrêter donc les pertes que l'on peut avoir sur le réseau et éventuellement vers les consommateurs s'ils ne sont pas bien isolés. Et donc ces consommations en mi-saison peuvent être significatives si la chaudière et les pompes de circulation ne sont pas complètement arrêtées. L'arrêt des pompes permet également une économie électrique qui peut être significative si vous avez des installations d'une certaine taille. Ici, on vous a représenté la température de non-chauffe sur ce qu'on appelle une signature énergétique. La signature énergétique, elle reprend les consommations hebdomadaires de chauffage en fonction de la température extérieure. Donc ça a été relevé par exemple sur une année où on a chaque semaine relevé la consommation de chauffage et mis en correspondance avec la température moyenne extérieure. Et ça permet de tracer une signature énergétique qu'on va pouvoir comparer aux années suivantes si on a fait des modifications. Et on met facilement en évidence sur cette courbe le point d'inflexion ici à 15 degrés, à partir duquel on n'a plus de consommation de chauffage puisque la consommation reste plate et ça correspond à une consommation continue en été ou en mi-saison, notamment de l'eau chaude sanitaire, voire du procédé. Et donc cette courbe, cette signature énergétique ici présentée est tout à fait correcte. C'est un aspect de la courbe classique pour une signature de chauffage. On parlera un peu plus en détail de ces signatures plus tard. La courbe de chauffe. La courbe de chauffe, elle met donc en relation la température extérieure avec la consigne de chauffage de l'eau. Donc, en fonction du type de diffuseur que vous avez, radiateur, chauffage au sol, aéro, vous avez des températures de chauffe qui sont à respecter pour avoir la puissance nécessaire pour maintenir en température vos locaux. Et donc, en fonction de la température, on va faire une eau plus ou moins chaude. Plus il fait froid, plus l'eau sera chaude. Ces courbes de chauffe, elles sont la plupart du temps linéaires, mais elles peuvent aussi avoir des points d'inflexion en fonction de certaines particularités de bâtiments. Alors, l'optimisation de cette courbe est importante en fait, parce qu'elle va déterminer finalement la température que doit fournir la chaudière. Elle va aussi déterminer quelque part la température de retour de cette eau de chauffage. Et donc finalement influer sur le rendement de la chaudière, puisqu'on sait que dans une chaudière, plus la température d'entrée d'eau est basse, plus on va refroidir les fumées et meilleur sera le rendement. C'est d'autant plus vrai pour les chaudières à condensation, puisque par exemple pour le gaz, si on ne revient pas, on rentre pas dans la chaudière en dessous de 52-53 degrés, on sait qu'on ne va pas condenser, donc on a une grosse perte de rendement. Donc plus les retours de chauffage sont bas, meilleur sera le rendement de votre chaudière. Ça c'est un premier point positif en optimisant les courbes de chauffage. Le deuxième point, c'est que finalement, comme on va circuler avec une eau de chauffage moins chaude, les pertes sur le réseau vont aussi être réduites. Alors, lorsqu'on débute une optimisation de courbe de chauffe, on peut, en début de saison, donc généralement vers le mois de septembre, descendre cette courbe de chauffe et puis regarder finalement jusqu'où on peut aller pour avoir une idée du potentiel d'optimisation. Ça donne une première idée et puis cette opération, vous pouvez la renouveler un peu chaque année durant toute la période où vous optimisez cette courbe. Ça vous dit si vous êtes très loin de l'optimum ou si vous avez beaucoup de marge de fonctionnement. Ensuite, en fonction finalement des températures que vous constatez dans vos locaux, donc ça nécessite forcément un petit peu de mesure, vous adaptez la courbe de chauffe pour la période correspondante. Par exemple, ici, s'il fait trop chaud ou trop froid en mi-saison, donc quand les températures extérieures sont relativement clémentes, on est ici autour de 15 degrés. S'il fait trop chaud, on va donc remonter la courbe de chauffe dans cette zone-là. Donc le point de la courbe dans les périodes négatives, dans les points négatifs, les températures négatives ne bougera pas. C'est que l'extrémité gauche de la courbe
dans les températures de mi-saison qui va évoluer vers le haut lorsqu'on veut avoir moins chaud en mi-saison. S'il fait trop froid, on va descendre cette courbe. Ça, c'est pour les périodes de mi-saison où on veut régler, ajuster la température. En période de grand froid, donc dans les températures extérieures négatives, si on veut optimiser ou adapter la courbe de chauffe, on va la baisser ou la monter en fonction du besoin, trop de chaud ou trop de froid, et on va adapter finalement cette courbe de chauffe dans la période, ce qu'on appelle la période froide. Pour suivre en fait les effets de ces optimisations de courbe de chauffe et des différentes consignes qu'on a vues au préalable, il faut pouvoir comparer finalement les consommations d'énergie année après année sans avoir d'influence climatique. Parce qu'on sait très bien que d'un hiver à l'autre, les températures sont différentes. Donc, sans indicateur qui soit indépendant de l'impact saisonnier, euh, on a difficulté à mettre en évidence les progrès ou les dégradations de consommation de chauffage. Pour cela, on utilise ce dont je parlais tout à l'heure, de la signature énergétique, qui permet en dessinant sur la courbe différents points de consommation hebdomadaire par rapport à une température extérieure, de tracer une droite, une interpolation, qui représente finalement la consommation du bâtiment en fonction de la température extérieure. Donc ça, c'est un exercice qui est nécessaire pour pouvoir comparer ensuite les progrès ou les dérives de votre consommation de chauffage en toute connaissance de cause et sans être influé par la rigueur climatique de l'année considérée. Donc concrètement, on fait comment? On relève chaque semaine les consommations de gaz ou de chauffage. On les reporte sur leurs données, on prend la température moyenne de la semaine considérée, et donc on va placer le point de fonctionnement de la semaine considérée. Ici, c'est la semaine 4. Et puis on fait ça sur une année, et donc dans les points hauts, on est plutôt en température négative quand il fait très froid, et puis les points baissent en fonction de la température extérieure, si la température extérieure augmente, et on arrive ainsi à tracer après une interpolation, une courbe linéaire qui représente la signature énergétique. Alors ici, vous avez un autre exemple de signature que je vous ai montré tout à l'heure. Et avec cette courbe-là, vous avez finalement une référence. Et après, les années qui vont venir, vous allez pouvoir dire, tiens, j'ai une dérive, non, je me suis amélioré. Ou vous pouvez aussi vous tracer un objectif en disant, voilà, dans 3 ans, je veux que ma courbe elle soit à peu près à ce niveau-là. Ça vous donne un objectif précis sur ce que vous devez atteindre en performance de chauffage. Ici, on vous a mis voilà, la signature énergétique rouge, la courbe de référence, et puis une année après, vous avez réalisé certaines optimisations, notamment dans la période froide. On voit que la signature énergétique s'est abaissée, c'est la courbe noire, ce qui montre qu'on est plus performant, on consomme moins lorsqu'il fait très froid qu'avant, et donc on a amélioré la régulation de notre chauffage. Et puis la deuxième année, on continue l'optimisation, et là, on a encore diminué dans les périodes froides, et même un petit peu dans les périodes de demi-saison. Donc voilà, ça vous permet de montrer très clairement que vous améliorez la situation. D'un autre côté, si les courbes augmentent, ça vous permet aussi de voir qu'il y a une dérive, qu'il y a des choses qui ont changé, que vous n'avez peut-être pas vues, ou qu'il y a des nouveautés sur vos besoins qui font que vous dégradez un petit peu votre consommation de chauffage. Voilà pour les paramètres de régulation de chauffage. On va parler maintenant de la ventilation. Les paramètres de régulation en ventilation sont un peu moins nombreux qu'en chauffage, mais généralement on trouve donc un réglage de débit, soit à grande vitesse, soit à petite vitesse, GVPV, et puis éventuellement aussi un arrêt qui est programmé par une horloge. Cette modulation de débit, il peut aussi être fait sur une détection de présence ou sur un dépassement de température. Sur les installations plus récentes,
Et un peu plus performante, on trouve maintenant assez classiquement de la vitesse variable, pilotée soit par une sonde CO2, donc, qui représente finalement la présence de personnes, soit par une sonde COV qui est peut-être un peu plus fine en termes de qualité d'air. Ces derniers systèmes de vitesse variable avec pilotage par sonde, s'ils sont s'ils sont utilisables dans vos conditions, c'est-à-dire si vous n'avez pas de polluants ou de produits chimiques euh, qui peuvent interférer, c'est finalement le système de régulation le plus performant parce qu'il va nettement réduire votre débit de ventilation. Les réglages grande vitesse et petite vitesse, assez basiquement, en fait, lorsqu'il y a peu ou pas de personnes, on doit passer en petite vitesse et puis on monte en grande vitesse lors des heures de production. Ici, je vous ai mis une mesure qui a été faite chez un industriel où il y a 4 monoblocs dont on a mesuré la consommation électrique. On voit bien ici sur le monobloc qui est la courbe jaune, la montée en vitesse pendant les heures de production et puis un abaissement la nuit. Par contre, sur les 3 autres, il n'y a aucun abaissement la nuit. Donc typiquement, ça, c'est un potentiel d'amélioration significatif. Ne pas hésiter aussi, s'il n'y a personne dans les locaux, à couper complètement la ventilation. En industrie, on a souvent des grands locaux avec plusieurs ouvertures, donc il n'y a pas de risque d'asphyxie ou de manquer d'air, surtout s'il n'y a personne. Donc on peut très bien la nuit arrêter complètement la ventilation si vous n'avez pas de personnel dans vos locaux. Un, un petit chiffre à retenir lorsque vous baissez finalement la ventilation, le débit d'un ventilateur, sa consommation électrique va décroître dans le rapport entre le nouveau débit sur l'ancien débit au cube. Ça veut dire, quand on prend un exemple de baisse de débit de 20%, la consommation électrique va baisser de 0,8 au cube, hein, parce qu'on multiplie par le rapport du nouveau débit sur l'ancien débit, ça fait 0,8. Quand on le met au cube, on obtient 0,5. Donc on va gagner 50% sur la consommation électrique. Ce qui fait que même si vous baissez légèrement votre débit de 5 ou 10% ou 20%, ça va avoir un impact significatif sur la consommation de vos moteurs. Donc ça vaut le coup de mettre en place toute diminution de débit, que ce soit sur un ventilateur et même sur une pompe. Le chauffage par la ventilation. Donc, ces monoblocs, ils disposent généralement d'une pulsion et d'une extraction, sur lequel on retrouve aussi des batteries de chauffage, voire des batteries de refroidissement, des filtres, et puis peut-être aussi de l'humidification ou de la déshumidification. Euh, dans tous les cas, il y a une batterie de chauffage qui vous permet soit de chauffer complètement le local, soit de chauffer une partie, soit de réchauffer l'air hygiénique. Tout dépend finalement du dimensionnement de ce monobloc. Euh, Souvent, on trouve dans les locaux industriels du chauffage statique et du chauffage aussi par la ventilation. Et la question se pose finalement, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse travailler mon chauffage statique, donc mes radiateurs, mon chauffage au sol ou mon plafond, ou plutôt mettre le monobloc à débit plus fort. Et en fait, la réponse, elle est relativement simple. Il faut à chaque fois favoriser le chauffage statique qui est moins coûteux en termes de consommation électrique parce que l'air contenant beaucoup moins de calories que l'eau du fait de sa chaleur spécifique, il nous faut un débit très important pour amener l'équivalent de chauffage. Donc on va favoriser systématiquement le fonctionnement du chauffage statique et ramener le débit de ventilation au minimum hygiénique pour respecter la réglementation de renouvellement d'air. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit point à retenir. Pour 1 kWh de chaleur, le transport aérolique, généralement, coûte à peu près 5 fois plus d'électricité qu'un chauffage hydraulique où on amène de l'eau chaude vers un radiateur. Voilà pour la ventilation. Maintenant, l'optimisation des réglages en production de froid, donc sur les groupes froids ou les pompes à chaleur, hein, parce que c'est un peu le même principe. Je vous ai remis un cycle de Carnot avec température en ordonnée et puis entropie en abscisse. On voit entre le point 1 et 2, ça c'est la compression, donc c'est le travail du compresseur du fluide frigorifique.
Ensuite, on a une désurchauffe, on va refroidir les gaz. Ensuite, ils se condensent. On arrive au point 3 où on a un sous-refroidissement pour être sûr d'avoir que du liquide. On passe la vanne de détente, on arrive au point 4 et puis là on est à l'entrée de l'évaporateur qui évapore le fluide et fournit donc le froid au consommateur. Le travail du compresseur, donc sa consommation électrique, elle est liée à cette montée entre le point 1 et le point 2. Et finalement, plus cette verticale sera importante, plus on va consommer d'électricité. Donc l'idée, quand on optimise un groupe froid, c'est vraiment d'essayer de réduire la pression de la condensation ici, ou d'augmenter la pression ou la température d'évaporation. Donc de ramener ces deux horizontales l'une vers l'autre, ça va forcément impacter la verticale, donc la consommation du compresseur, et réduire euh, le cours électrique du groupe froid. Alors comment on peut faire ça? Quelques chiffres à retenir. La consigne de froid, donc la consigne sur l'évaporateur, si vous l'augmentez de 1 degré, vous ferez une économie d'à peu près 3% sur la consommation électrique de groupe froid. Sur le condenseur, si on arrive à baisser la température de condensation de 1 degré, on va économiser 2,5% sur la consommation électrique du groupe froid. C'est toujours lié finalement à ce graphe de Carnot où on veut rapprocher les deux horizontales évaporation-condensation. Donc, rien, généralement, lorsque on s'attaque à l'optimisation d'un groupe froid sur lequel on n'a pas trop regardé ces aspects-là, si on arrive à jouer un peu sur ces paramètres, sur ces consignes, parce qu'il y a toujours un petit peu de marge, parce que les besoins ont changé, ou parce qu'on peut modifier légèrement le groupe froid, on arrive à des potentiels entre 5 et 15%. Donc, la méthodologie elle est la suivante. Au niveau de la consigne d'évaporation, il faut vérifier que cette consigne elle est cohérente par rapport aux besoins que vous avez derrière. Donc, il faut connaître finalement vos équipements qui consomment du froid et savoir quelle est la température nécessaire, se donner une petite marge de quelques degrés, peut-être 2 ou 3 degrés, et puis ça doit correspondre à votre consigne de froid sur la machine. Si vous avez une consigne plus basse, vous pouvez la remonter par étapes, de 1 degré en 1 degré, vérifier que ça n'a pas d'incidence sur vos consommateurs, et ça vous fera à chaque étape, à chaque degré supplémentaire, à peu près 2,5% d'économie électrique. Sur l'évaporateur, on peut aussi mettre en place ce qu'on appelle une consigne flottante, c'est-à-dire que souvent en été, on a des besoins de température plus basses parce que voilà, il y a des apports internes et des apports externes en chaleur qui sont plus importants. Alors qu'en hiver, on peut très bien travailler avec une température de froid produite à un niveau plus élevé. Donc si on peut faire ça, on peut très bien programmer une courbe sur la consigne de l'évaporateur pour monter cette consigne lorsque les conditions extérieures sont moins chaudes. Donc ça va vous permettre d'optimiser votre consigne sur l'évaporateur. Sur le condenseur, on fait un peu de la même manière, on va faire ce qu'on appelle une HP flottante, une haute pression flottante. C'est-à-dire que la consigne de refroidissement, la consigne de condensation qui est implémentée dans le groupe froid, on va la faire varier en fonction de la température extérieure. Parce qu'on comprend bien que souvent, les aéros, ils sont refroidis par de l'air, donc si l'air est plus froid, on peut facilement condenser à une température plus basse. En fait, les groupes froids sont souvent à température de condensation fixe, donc ils sont programmés pour une température de condensation dans les conditions les plus extrêmes, donc en plein été, autour quand il fait 35 degrés. Et là, généralement, la machine, du coup, elle travaille à une température de condensation autour des 40-45 degrés, parce qu'il y a un delta T entre la température extérieure et la température de condensation. Et du coup, toute l'année, le condenseur fonctionne à 45 degrés, même s'il fait 5 degrés à l'extérieur. Or, on peut très bien, quand il fait froid, baisser cette consigne de condensation autour des 25 degrés. Après, il y a une limite dans la température de condensation. Il ne faut pas aller trop bas non plus, mais on peut très bien varier entre 25 degrés et 40 sans difficulté. Et ça amène un gain non négligeable. Je vais vous montrer un petit exemple réalisé sur un groupe froid. Donc, ici, vous avez le groupe froid lorsqu'il avait une température de condensation fixe à 40 degrés, sa consommation en été, avec une température extérieure de 20, enfin en été, en mi-saison, et puis son fonctionnement à 15 degrés.
Et là, finalement, eh bien, il y a une légère baisse de consommation, mais la HP est restée fixe à 40 degrés. Lorsqu'on l'a passé en HP flottant, donc avec un petit régulateur qui pilotait cette consigne en fonction de la température extérieure, en été, quand il fait, c'est 30 degrés, excusez-moi, quand il fait 30 degrés, ben, le groupe froid est resté à 40 parce qu'il était tributaire de la température extérieure, donc la HP flottante ici n'est pas utile, mais après, lorsque la température extérieure est à 15, on a pu condenser à 25, ce qui a permis une baisse de consommation électrique de 30%. Voilà, donc cette HP flottante, si elle peut être mise en place, si votre groupe froid n'est pas trop ancien, elle a un impact significatif sur la consommation du groupe. Voilà pour les groupes froids. J'en arrive maintenant à l'air comprimé. Quelques chiffres à retenir sur les compresseurs d'air. Bon, la plupart du temps, on travaille autour des 7 bars dans ces compresseurs d'air industriels. Et puis, ben, la consommation spécifique, elle est autour de 0,1 kWh par normomètre cube. Gardez en tête que plus vous montez la pression, plus c'est exigeant en énergie, donc la consommation spécifique, elle augmente. Euh, D'où l'intérêt de bien maîtriser sa consigne de pression. Autre chiffre à retenir, si vous payez à peu près 15 centimes par kilowattheure électrique, ben ce coût du normomètre cube, il sera autour des 1,6 centimes par normomètre cube. C'est quand même relativement coûteux en électricité. Et puis là, moi, je parle que de la consommation d'énergie. Après, il y a la maintenance et l'investissement qui, bien sûr, mais ici, on parle que d'optimisation sur la consommation électrique. Quelques chiffres sur les sécheurs, en fait, on trouve deux types de sécheurs. Les sécheurs frigorifiques, c'est un peu les plus courants lorsque on a un point de rosée entre 2 et 5 degrés, et puis les sécheurs à absorption, où là, on fait un point de rosée beaucoup plus bas. C'est pour avoir une très haute qualité de séchage ou pour éviter de la condensation dans les réseaux extérieurs. Il arrive souvent qu'on ait mis des exigences très hautes dans le séchage, alors qu'en fait on a un réseau interne et puis un procédé qui ne nécessite pas une exigence d'air extrêmement sec. Sachez que ben voilà, si vous avez des sécheurs à absorption, euh, on va dire pas très récents, ils vont consommer entre 10 et 20 Wh par normomètre cube, alors qu'un sécheur frigorifique il sera entre 2 et 7 Wh par normomètre cube. Donc ne pas se tromper de type de sécheur, c'est pas la peine non plus de faire de la surqualité si on n'a pas besoin de points de rosée à moins 20 degrés. La plupart du temps, dans les bâtiments, si le réseau est à l'intérieur, qu'on fait une activité qui n'est pas particulière en termes d'exigence d'humidité, le sécheur frigorifique est parfaitement suffisant et réduira nettement votre consommation euh, énergétique. Pour information, ben maintenant on trouve des sécheurs absorption de nouvelle génération qui, au lieu d'utiliser de l'air sec comprimé pour se régénérer, utilisent de l'air du local qu'ils vont chauffer, donc ils réduisent la consommation spécifique. Et puis on trouve une consommation qui se rapproche de la consommation frigorifique, mais c'est aussi un équipement qui sera plus cher. Alors l'optimisation des installations d'air comprimé, un paramètre très important, c'est donc la pression du réseau. Il faut savoir que lorsqu'on augmente d'un bar la consigne d'un compresseur d'air, on va avoir 7% de consommation électrique supplémentaire. Donc toute baisse de la pression de service est un gain énergétique non négligeable. Donc le fait d'augmenter la pression, ben, ça joue sur la consommation spécifique, mais ça joue aussi sur la consommation des utilisateurs. Si vous baissez de 1 bar votre consigne de réseau et que votre installation l'accepte, le tolère, ben, vous allez avoir une consommation d'air de 11% inférieure à peu près, ce qui au total entre la consommation spécifique du compresseur qui a baissé de 7% et puis la baisse de consommation de débit de 11%, on arrive en baissant de 1 bar à environ 18% de consommation sur l'installation d'air comprimé en moins. Donc il est important en fait de valider le réglage de votre pression de service sur le réseau.
Autre paramètre à maîtriser, en fait, le taux de fuite de vos installations. Pour mémoire, ici, je vous ai mis quelques résultats mesurés chez des industriels. On varie un taux de fuite entre 10 et 70% en fonction de l'activité, de la taille du réseau et puis de son entretien et de son âge. Donc si vous avez un réseau tout neuf qui est très performant, vous avez peut-être 10% de fuite et ça c'est déjà très très bon. Dans les installations un peu plus anciennes, c'est plutôt entre 30 et 50%. Euh, donc ces taux de fuite, ils doivent être maîtrisés, c'est-à-dire faire des campagnes de fuite tous les ans et faire les réparations euh, correspondantes. Pour mémoire, ici, vous avez les consommations en fonction du diamètre de trou euh, dans une tuyauterie d'air comprimé. Donc, quand vous avez 1 mm, une ouverture de 1 mm, donc un petit trou sur du 7 bar, vous consommez 4,7 normomètres cube heure en permanence. Ici, je vous ai mis un exemple finalement d'optimisation du taux de fuite. Dans la courbe du haut, en fait, on voit ici le dimanche la consommation résiduelle du réseau. Donc ça correspond au taux de fuite. Donc là, ben, monitorer son compresseur d'air, surtout si on a des périodes où on ne produit pas, permet de quantifier son taux de fuite. Et puis après une campagne, ici on était à peu près à 55 kW de consommation électrique le dimanche. En faisant une campagne de recherche de fuite et en réparant ces fuites, on a baissé la consommation de 55 à 45, donc on a gagné 10 kilowatts, ce qui sur l'année représente à peu près 5000 francs. Donc euh, ça amortit les travaux sur une année. Donc, ben, pour conclure sur l'air comprimé, en fait, les actions d'optimisation à réaliser, c'est ajuster la pression de service des compresseurs. Pour cela, il faut repérer votre consommateur le plus exigeant, mesurer la pression à l'entrée de cette machine, et puis, en fonction de la consigne que vous avez sur votre compresseur et puis de la pression qui est imposée par votre fournisseur de machine, par exemple, bah, s'il y a de la marge, vous descendez progressivement cette pression, vous vérifiez que la pression à l'entrée de la machine la plus exigeante est toujours respectée et vous pouvez ainsi, par petites étapes, optimiser la pression de votre installation. Il faut aussi en profiter pour regarder s'il n'y a pas des parties de tronçon qui génèrent une perte de charge importante et pourquoi pas les faire changer parce que ben voilà, 0,2 bar par-ci, par-là, ça permet des économies significatives. Donc s'il y a des pertes de charge trop importantes sur certaines parties de tronçon, il faut les modifier. Au niveau du point de rosée, ben, on va ajuster le point de rosée au niveau nécessaire, mais pas plus, pas faire de surqualité. Donc si le sécheur est à absorption, ben, on passera facilement sur un frigo si on n'a pas besoin de points de rosée négatifs. Euh, et puis ben, sur les sécheurs frigorifiques, généralement sur des réseaux à l'intérieur, on met une consigne autour des 3 degrés. C'est pas la peine d'aller chercher plus bas, ça suffit largement pour éviter toute condensation dans les locaux. Au niveau des fuites, ben, on préconise donc une recherche de fuite avec sonomètre tous les ans, sauf si c'est un réseau très facile d'accès sur lequel vous avez une vision très bonne, mais dès qu'on a des tuyaux en hauteur ou une ambiance très bruyante, il faut utiliser un sonomètre, c'est plus performant. Et puis supprimer les pertes de charge, j'en ai parlé. Ces quelques mesures d'optimisation qui sont relativement simples, mais qui peuvent demander aussi pas mal de travail, surtout pour les fuites si on n'a pas fait de campagne de fuite régulière, bah, ça peut générer assez facilement une économie sur ce poste d'air comprimé de 15 à 30%. Voilà, j'en arrive au dernier point. C'était juste pour vous montrer finalement une autre optimisation qui a du sens. Euh, Selon notre expérience, en fait, c'est l'analyse du ruban, donc de la consommation en dehors des heures de production. Ici, ben, on vous a mis une courbe type de la semaine avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, cette petite bosse, et puis le week-end. Et donc on voit qu'il y a 200 kW là qui sont consommés en permanence le dimanche.
L'idée, c'est d'analyser qu'est-ce qui consomme, qu'est-ce qui génère ce ruban, et puis de s'assurer que, enfin, d'analyser si on peut réduire ou arrêter ces machines. Donc, avec ce monitoring, ça nous permet de trouver d'autres potentiels d'économie. Et puis, dans ce cas-là, ben, on a éteint certaines machines, ce qui a permis, ou on a réduit de la ventilation, ce qui a permis un gain euh, de 50 000 kWh, soit à peu près 7 000 francs par an. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Euh, et ben, je vous invite à poser vos questions si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, on va maintenant regarder ces questions et puis y répondre. Moi, j'ai d'autres questions. Est-ce que les comportements sont-ils beaucoup. Alors, le monitoring instrumenté, enfin relativement développé, il est en pleine phase d'expansion en fait. Maintenant, on trouve des capteurs de consommation électrique, des débitmètres qui peuvent s'installer plus facilement avec des transmissions de données généralement sans fil sur une plateforme centralisée à des coûts beaucoup plus abordables. Ce qui fait que les industriels utilisent de plus en plus ce monitoring pour bien suivre leurs équipements et ça rentre aussi complètement dans la démarche d'ISO 50001, donc de management de l'énergie. Donc je dirais que le monitoring instrumenté, le monitoring énergétique, il est en pleine expansion au niveau des industries. De notre expérience, ce qu'il nous apporte, ça permet finalement, comme je vous l'ai un peu montré dans les différents exemples, de bien comprendre ce qui se passe sur vos équipements techniques, de voir le ruban, donc le taux de fuite sur l'air comprimé, de voir votre ruban le week-end, de voir si les ventilateurs ont bien un abaissement de débit la nuit ou pas. Donc ça apporte une expertise et des données qui amènent des nouvelles idées et des nouvelles actions d'optimisation. On a récemment fait une petite étude sur 5 industriels en leur mettant un monitoring instrumenté en place. Et avec ce monitoring et la cartographie de leurs principaux consommateurs, on a décelé un potentiel d'économie par des mesures simples, hein, parce que souvent les optimisations sont relativement simples, un gain ou une économie représentant entre 5 et 10% de leur consommation totale électrique du site. Donc, ce monitoring instrumenté, c'est vraiment un outil supplémentaire qui apporte de nouveaux potentiels d'optimisation qu'on ne voit pas forcément sans cette instrumentation. Donc, c'est quelque chose qui, selon nous, va vraiment se généraliser sur tous les industriels qui ont un certain nombre d'équipements techniques consommateurs. Alors, par rapport aux consommations, une question. Alors sur l'air comprimé, en fait, si votre réseau est bien dimensionné, c'est-à-dire que ben, il n'a pas trop été modifié ou il n'est pas trop ancien en y mettant des bouts de tuyaux pas forcément adaptés, généralement un réseau d'air comprimé, s'il n'est pas d'une étendue euh, très importante, hein, je parle là d'une bonne PME qui a peut-être 5 ou 10 000 mètres carrés, on considère qu'une perte de charge entre le départ de la centrale de production et puis le consommateur le plus éloigné, une perte de charge de 0,5 bar est admissible. Donc c'est un bon dimensionnement. Après, on constate, ben voilà, en fonction des entreprises, comme des fois elles ont augmenté leur capacité, leur nombre de machines, leurs besoins et que le réseau n'a pas été modifié, on trouve souvent des 1 ou 2 bars de perte de charge, mais c'est déjà beaucoup. Donc, si vous avez un réseau à construire ou à mettre en place, considérez comme objectif d'atteindre 0,5 bar en bout de réseau. Veillez aussi à ce que votre réseau soit bouclé pour justement réduire ces pertes de charge. Et donc, idéalement, je dirais, si votre réseau est correctement construit, que vous avez besoin de 6 bars à l'entrée de votre machine, vous pouvez mettre une consigne peut-être de 6,7 au départ de votre compresseur. Ça vous devrait vous laisser suffisamment de marge.
Après, si votre machine elle a des besoins très ponctuels, très importants, on peut aussi y mettre un ballon à proximité pour éviter justement ces pics et ce risque de chute de pression. Ça vous permet aussi d'ajuster plus finement la pression de vos compresseurs derrière qui seront moins sensibles au démarrage de ces machines. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Il y avait encore la partie vapeur. Alors, bah, sur la partie vapeur, on a souvent des pertes de charge un peu plus importantes. Euh, donc là, on peut aussi, toujours pour un réseau, on va dire, raisonnable, hein, je ne parle pas d'une raffinerie ou d'un gros site chimique, je parle d'une PME qui a euh, quelques centaines de mètres grand maximum. On parle de 1 à 2 bars de perte de charge admissible si le réseau est bien construit. Bonjour. Pardon. Alors, ben, bien sûr, généralement, on conseille dans les bureaux autour des 20 degrés. Ça dépend bien sûr de la qualité du bâtiment, de l'exposition, si les gens sont statiques ou s'ils bougent un peu. Mais généralement, en termes de confort, on essaye d'être entre 20 et 22. Ça dépend du climat où vous êtes et puis de la qualité de votre enveloppe, s'il y a beaucoup de vitrage, si les gens sont près des fenêtres. Donc il y a toujours ces particularités, mais essayez d'être autour des 20 degrés. Après, quand c'est des halles de stockage où il y a les gens sont debout, au fond de la manutention, on peut très bien descendre à 18, 17 sans difficulté. L'optimisation, elle va vous permettre d'ajuster et puis de voir comment les gens réagissent, hein. Après, chaque bâtiment est un petit peu différent. Il peut y avoir des ouvertures, des courants d'air. Ça dépend aussi le type d'activité, la précision qu'il y a besoin euh, sur les machines. Donc, il y a différents paramètres qui font que vous allez pouvoir plus ou moins optimiser. L'intérêt d'y aller par petites étapes, c'est que finalement, vous allez adapter votre installation, vos équipements techniques aux besoins nécessaires sur votre site sans être sans prendre trop de marge et sans faire trop de surqualité. Euh, un autre principe aussi dont j'ai oublié de vous parler, c'est que lorsqu'on fait ces optimisations ou ces réglages, il est conseillé finalement de ne pas en parler à l'avance parce que cela génère beaucoup de réclamations avant qu'on ait fait quoi que ce soit. Donc, le sentiment de confort étant une sensation assez personnelle et qui peut être relativement différente d'une personne à l'autre, il est plutôt conseillé de faire cette démarche sans trop diffuser l'information et puis de voir concrètement si ça pose problème ou pas. Voilà. Alors, là, pardon, sans risquer la quelle est la précommande minimale Oui, alors là, je ne connais pas toute la législation légionellos sur la fréquence, mais bien souvent, ben, on a une montée à 60 degrés une fois par semaine, mais ça dépend de type de bâtiment, si c'est un établissement recevant du public ou pas. Mais en industrie, on a souvent cette approche de vacciner à 60 degrés une fois par semaine, et puis après de produire de l'eau chaude à 55 degrés. Après, un point sur lequel on peut aussi faire des économies en eau chaude sanitaire, c'est cette boucle de circulation, si vous en avez une sur les gros bâtiments. Si vous savez qu'il n'y a personne ou il n'y a pas de besoin pendant une certaine période, pensez à éteindre aussi ces boucles de circulation qui génèrent quand même beaucoup de pertes en ligne et puis de consommation électrique par la pompe qui souvent sont pas nécessaires. donc Voilà. j'ai une dernière question. C'est à disposition. Oui, alors le support de présentation sera mis à disposition. On vous enverra le lien si vous êtes inscrit au webinaire. Il y a pas de souci. Et puis, Eh bien, je vous remercie tous d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été nombreux à discuter avec nous. Je vous invite à mettre votre avis sur le webinaire avant